Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un véritable géant de la littérature française, le Pantagruel de Rabelais. Publié en 1532, rien que le titre, ça donne le ton, non? Horribles et épouvantables. C'était une promesse, celle d'une histoire qui allait complètement dynamiter les récits héroïques et chevaleresques de l'époque, mais avec une bonne dose d'humour et, disons-le, d'irrévérence. Mais alors, comment une œuvre aussi folle, aussi drôle et en même temps si profonde a-t-elle pu voir le jour? Pour comprendre, il faut revenir au tout début et à la naissance d'un très, très gros bébé. L'histoire de Pantagruel, elle commence fort, avec une naissance qui est à la fois complètement tragique et en même temps absurdement comique. On est en pleine sécheresse, une canicule terrible, et c'est là qu'il naît. Son père, le géant Gargantua, le baptise Pantagruel, ce qui veut dire en gros tout assoiffé. C'est une sorte de prophétie. Un jour, il régnera sur tous ceux qui ont soif. Et là, c'est le drame et la joie en même temps. Gargantua est complètement tiraillé. Sa femme vient de mourir en lui donnant ce fils, un fils magnifique, un géant. Alors un coup, il pleure à chaudes larmes comme une vache, et la seconde d'après, il éclate de rire comme un veau. C'est du Rabelais tout craché. Bon, Pantagruel grandit, et son père veut qu'il devienne aussi un géant intellectuel. Il envoie donc faire le tour des universités. Mais ce qu'il va découvrir, c'est surtout un monde rempli de savoirs complètement inutiles. Son voyage se transforme vite en une critique féroce du système éducatif de l'époque. À Poitiers, les étudiants passent leur temps à jouer. À Bourges, ils trouvent que les livres de droit sont juste des robes d'or brodées de merde. Et à Paris, le clou du spectacle, la bibliothèque de Saint-Victor, avec des titres de livres plus absurdes et scatologiques les uns que les autres. En fait, Rabelais se moque de la scolastique médiévale, cet enseignement rigide, basé sur le par cœur, complètement déconnecté de la vie réelle. Et c'est là que Gargantua envoie à son fils une lettre devenue mythique, qui résume tout l'idéal humaniste de la Renaissance. Dedans, il y a cette phrase célèbre « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». En gros, le savoir, c'est bien, mais s'il n'est pas guidé par une morale, par une conscience, il ne mène qu'à la catastrophe. Arrivé à Paris, Pantagruel fait une rencontre qui va tout changer. Il tombe sur un personnage qui est son exact opposé, et qui va devenir son compagnon de route pour la vie. D'un côté, on a Pantagruel, le prince sage, patient, l'idéal humaniste. Et de l'autre, Panurge, le vaurien, fauché, impulsif, un maître de la débrouille et des nouvelles blagues. C'est le duo improbable par excellence et pourtant, ça fonctionne à merveille. Panurge, c'est un personnage, disons, haut en couleur. Il parle plein de langues, mais surtout pour réclamer à manger. Il passe son temps à faire des farces cruelles, à voler les gens d'église, c'est un filou, un buveur. Bref, le genre de personnage qui vit uniquement de sa ruse et de son esprit. Et ensemble, évidemment, ils vont affronter tout un tas de défis. Mais attention, leurs armes, ce ne sont pas la force brute ou les poings, non. Leurs armes, ce sont l'intelligence, l'absurdité, la provocation et surtout le rire. Alors là, on a une scène culte. Un grand savant anglais, Thomas, débarque et met Pantagruel au défi. Un débat public. Le piège, pas un mot ne doit être prononcé, tout doit se faire par signe. Et qui se porte volontaire pour remplacer le prince? Panurge, bien sûr, toujours prêt à faire le show. Le débat commence. Thaumast fait des signes très savants, avec une portée philosophique. La réponse de Panurge? Eh bien, il sort une côtelette de sa braguette, il se met un doigt où je pense, il fait des grimaces, c'est du grand n'importe quoi, vulgaire et totalement absurde. Et le résultat est juste génial. L'érudit anglais est tellement décontenancé qu'il se met à transpirer, il pète d'angoisse, et à la fin, il déclare que Panurge a gagné, que c'est l'homme le plus sage qu'il ait jamais rencontré. Dans le monde de Rabelais, c'est clair, une bonne dose d'absurdité vaut mieux que tout l'intellectualisme prétentieux du monde. Mais les défis ne sont pas que des joutes verbales. Quand le royaume est envahi par les Dipsodes, des ennemis géants, Pantagruel passe à l'action. Et là encore, c'est du grand spectacle. Pour protéger son armée de la pluie, il la couvre avec sa langue. Et pour vaincre l'ennemi, il noie leur camp sous des litres et des litres d'urine. L'absurdité va même jusqu'à un de ses amis qui, décapité puis recousu, revient des enfers pour raconter que les grands rois du passé sont maintenant de simples savetiers qui réparent de vieilles chaussettes. Bon, après tout ce bazar, toutes ces farces, ces batailles et ces aventures plus folles les unes que les autres, qu'est-ce qu'il faut retenir au final? C'est quoi le message? Eh bien, Rabelais nous donne la réponse lui-même en inventant un mot pour ça, le pantagruélisme. C'est quoi? C'est une philosophie de vie, tout simplement. Celle qui consiste à vivre en paix, joie, santé et toujours faire bonne chère. Autrement dit, profiter de la vie avec enthousiasme, quoi qu'il arrive. Au fond, la question que Rabelais posait il y a 500 ans est toujours d'actualité. Dans notre monde si complexe, est-ce que la sagesse ultime, la plus profonde,
ne serait pas tout simplement de choisir de vivre joyeusement. Peut-être que le rire et la bonne humeur sont finalement ce fameux abîme de science que l'on cherche depuis si longtemps.